Ce titre, mais où est donc passé le Boeing MH370 de la Malaysia Airlines? Effectivement, ça pourrait être le titre d'un film catastrophe, pourquoi pas, ou d'une bande dessinée. C'est une question qui occupe en tout cas l'actualité depuis 12 jours, avec comme corollaire une autre question: comment notre société moderne, où chaque mètre carré de la planète est observable par un satellite, comment cette société peut-elle perdre comme ça d'un seul coup la trace d'un avion si gros? Alors, même si ce matin, effectivement, on annonce avoir trouvé peut-être des débris au large de l'Australie, le mystère demeure et nourrit tous les fantasmes. De mémoire d'experts en aéronautique, on n'avait jamais vu ça. Mais surtout, cet incroyable fait divers révèle notre illusion à vouloir contrôler technologiquement la planète. Avec nous ce matin, le directeur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains. Bonjour Marc Atala. Bonjour. Vous êtes docteur ès lettres, spécialiste de la science-fiction et justement du lien entre science-fiction et sciences du réel. Vous êtes aussi universitaire, maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne en section de français. Vous avez suivi tout ça, bien sûr, depuis 12 jours. Quel regard vous portez sur cette incroyable histoire? Je le disais, c'est le titre d'un film de SF, ça, hein? C'est quasiment le titre d'un film de SF, ouais. C'est assez drôle d'ailleurs. Le regard que je porte, c'est plutôt sur la nature du fait divers. Non pas dans le sens où... C'est un fait divers. C'est un fait divers dans le sens où c'est quelque chose qui est arrivé fréquemment, des accidents d'avion. Ouais. Et ce fait divers-là, qui pourrait nous arriver finalement aussi, il a une coloration particulière par rapport aux autres faits divers qu'on voit à longueur de journée dans nos journaux, puisque celui-ci, il dure. Hein, la nature même du fait divers, c'est de pas durer. On le lit le lundi et le mardi, on l'a oublié. Et celui-là, en fait, il n'a pas pu être résolu, il n'a pas pu être oublié. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu être oublié est assez simple, c'est qu'on n'a pas retrouvé les débris. Et même si on les retrouvait dans les prochaines heures ou demain, il s'avère que le fait qu'il ait pu pendant 12 jours, dans un contexte très particulier que celui de l'aéronautique, avec la question de la surveillance de la planète, etc., va faire qu'il va marquer les esprits. Il l'a déjà marqué et risque de faire une sorte de précédent où, pour la première fois, on n'a pas réussi à résoudre si rapidement un fait divers, alors que sa nature même, c'est de pouvoir être résolu assez rapidement. Faut faire attention avec les termes, mais cyniquement dit, on serait presque un peu déçu si on retrouvait des débris, non? Parce qu'il y en a qui adorent alimenter ces théories phosphorées sur la théorie du complot, sur la faille spatio-temporelle aussi. On en a parlé, cet avion et ses passagers qui auraient disparu dans une faille spatio-temporelle. Si on retrouve les débris, tout ça s'arrête d'un coup, hein? Oui, bon, il s'avère que la déception, c'est peut-être un mot un peu fort. C'est pour ça que je disais cyniquement dit, bien sûr. Voilà, ouais. c'est quand on va voir un film et puis que le film s'arrête, qu'on a beaucoup aimé, on est un peu déçu qu'il s'arrête. Parce que finalement, notre manière d'interagir avec le monde, c'est de le combler ou de le remplir d'histoires. Et le fait divers, c'est évidemment une matrice assez intéressante pour les histoires, puisque ça permet d'en raconter beaucoup. Pourquoi c'est arrivé, comment ça s'est fini. Alors, lorsque le fait divers se finit pas, comme c'est le cas ici avec l'avion, eh ben alors on peut raconter plein d'histoires. Théorie du complot, où ça allait, est-ce que je suis moi l'enquêteur qui peut trouver? Avec Google Earth, je peux commencer à m'amuser à aller quadriller la planète. Je deviens acteur de quelque chose, je renforce la nature même du fait divers, ça aurait pu m'arriver, et en plus je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à le résoudre. Et donc c'est pour ça que, évidemment, que le jour où il sera fini, on sera déçu comme après un film, mais heureusement il y a d'autres faits divers qui vont arriver. Comme vous dites, heureusement, et là aussi cyniquement dit. Marc Atala, vous êtes un grand lecteur et vous regardez beaucoup de films. Ça vous rappelle une œuvre, ce qui est en train de se passer? Est-ce que quelqu'un a déjà imaginé cette histoire-là? Le scénario le plus simple dont on a tous entendu parler, c'est le Triangle des Bermudes. Il y a quand même pas mal de décennies maintenant, l'idée que des avions disparaissaient à cet endroit-là. Et là, on a eu les théories les plus folles, depuis des théories spirituelles ou mystiques, en passant par des choses très physiques, en passant par des extraterrestres. Et donc cette idée de disparition est aussi une manière, en tout cas qui est inscrite dans l'histoire. On a eu passablement d'événements comme ça, pas forcément d'ailleurs des films, des fois des choses tout à fait réelles. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, du moment où on laisse une porte ouverte ou un inconnu, un vide, alors les histoires s'y plongent. Lorsque l'on referme le vide, lorsqu'on résout les problèmes, alors on raconte plus d'histoire. On dit bien les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et les gens heureux, c'est les gens à qui il n'arrive rien. Là, il arrive quelque chose et il y a plein d'histoires. Donc peut-être pas des films, mais le Triangle des Bermudes. C'est le Triangle des Bermudes. Que dit cette histoire aussi de notre monde? Ça arrive en 2014, là où chaque centimètre carré, on a l'impression de la planète est quadrillée, que ce soit par des satellites, géolocalisés, etc. C'est l'illusion du contrôle, mais tout ça n'est justement qu'une illusion. On peut encore perdre un avion, un objet aussi gros qu'un avion pendant 12 jours, même peut-être plus. Bien entendu. Vous le dites à juste titre, le problème du monde dans lequel on vit, qui n'est pas un problème en soi, c'est qu'il est imprégné d'utopie technologique, de la surveillance, du contrôle, de la capacité à tout retrouver, à tout dominer, à tout maîtriser. C'est la grande utopie de la modernité qui a été donnée à la science, à la technologie. Et soudainement, un événement comme ça nous montre que cette utopie n'est qu'un discours. Elle est très loin de la réalité. On peut pas
déjà, tout contrôler. On ne peut pas stocker toutes les données. Imaginez qu'on enregistre chaque mètre carré de la planète. Où va-t-on les stocker? On sait qu'on n'a plus de capacité de stockage suffisante sur Terre. Et donc, on est toujours dans cette illusion. Mais nous, comme on baigne dedans, on se dit que c'est normal, qu'on pourra retrouver n'importe quoi, n'importe quand. On oublie que ça ne marche pas comme ça. Et cet événement, il nous révèle peut-être, au-delà du côté un peu dramatique pour les passagers, leurs familles, etc., il nous révèle le fait que non, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout dominer. Et il y a même de fortes chances qu'on n'y arrive jamais. Et que soudainement, on se trouve face à ces événements-là. Alors, comme on ne peut pas les contrôler, on va commencer à en raconter des histoires pour les absorber, au moins. Pour en faire quelque chose pour notre vie à nous. Pour pas laisser le trou béant. Oui. On pourra jamais tout contrôler, vous en êtes sûr? Heureusement. Oui. L'année passée, il y avait pas mal de recherches qui avaient été menées et qui se demandaient les capacités de stockage qu'il était nécessaire si on voulait conserver toutes les informations qu'on avait déjà sur Terre. Oui. Parce qu'elles disparaissent au bout d'un moment. Et il s'avère que la capacité de pouvoir stocker toutes les informations qui sont actuellement disponibles sur Terre, sans compter celles qui vont arriver demain, après-demain, sont pas suffisantes pour les capacités de stockage qu'on a. Et donc, on perd énormément d'informations. C'est juste qu'on s'en fiche un petit peu, finalement. Donc, si on devait contrôler chaque mètre carré, vous imaginez la taille de l'information que ça supposerait, puisqu'il faudrait enregistrer ça en numérique, c'est des mégas qui vont être stockés, on pourra jamais. Donc en fait, sans compter la question, c'est que si vous surveillez chaque mètre carré de la Terre, qui va regarder la vidéo après? C'est ça la vraie question, oui. Il faut effectivement que quelqu'un le regarde. C'est pour ça que c'est l'illusion qu'on puisse tout maîtriser. On aimerait bien, c'est un peu un désir sécuritaire comme ça qu'on retrouve dans plein de sphères différentes ou plein de dimensions sociales différentes, de la politique à la technologie, mais on n'y arrive pas. Et c'est peut-être ça qui crée aussi des fois des espèces de tensions. On aimerait, mais on n'arrive pas. Et ce on aimerait, c'est pour moi l'utopie technologique. On aimerait, et en même temps, on a l'impression de nager là aussi en plein paradoxe. On aimerait pouvoir tout contrôler, pouvoir être joignable en tout temps, et en même temps, on s'en offusque, on s'en scandalise. Il n'y a qu'à voir l'affaire des écoutes de la NSA, tous ceux qui prennent fait et cause pour les whistleblowers, Snowden et autres, Assange. Donc on aimerait bien tout contrôler, en même temps, on déteste être contrôlé tout le temps. Comment vous expliquez ce paradoxe qui est alors là profondément humain? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un genre littéraire qu'on appelle la dystopie, qui sont donc les utopies, on va dire, totalitaires. Qui est un genre de la science-fiction. Qui est maintenant affilié à la science-fiction, mais qui peut être plus ou moins autonome. Le texte le plus connu, c'est 1984 de George Orwell, qui fait que on essaie de maîtriser une population en la surveillant en permanence. Il dénonçait ça, Orwell, à l'époque. Alors, il dénonçait mais ce paradoxe. C'est en même temps, le fait d'être surveillé est pratique parce qu'on est en sécurité. Donc là, vous avez une sorte de désir de sécurité qui va supposer la surveillance. On n'a qu'à penser au quota, par exemple, qui est une forme de surveillance, de maîtrise mathématique finalement du monde. Mais en même temps, dès que vous êtes trop surveillé, vous êtes aliéné. Et donc vous avez cette espèce de paradoxe systématique. Je veux être en paix ou en sécurité. Donc je suppose une surveillance d'une certaine manière, mais en même temps, dès que cette surveillance dépasse un certain stade, je me sens aliéné, je perds ma liberté et mon indépendance, alors ça me révolte. Et on ne peut pas tellement faire autrement que de passer de l'un à l'autre. Formidable matière littéraire, ouais. En fait, il y a des centaines et des centaines de textes ou de films qui sont sortis là-dessus, parce que le problème, c'est que vous êtes au cœur même de l'humanité occidentale, qui est la question de la liberté. C'est jusqu'à quel point je suis libre, et si je suis complètement libre, si je suis jamais surveillé, cette liberté se noie, et je peux commencer à avoir peur de ça, hein. Un peu peut-être angoissé par les espaces qui s'ouvrent, et puis si je le suis un tout petit peu trop, alors je me sens enfermé, surveillé, observé, et donc je perds cette liberté, cette indépendance d'esprit. Donc c'est très fin là, il faut s'insérer dans un interstice très très fin, il faut toujours balancer un peu entre les deux. Hein. Oui, et la question c'est même, est-ce qu'il existe le milieu? Est-ce que c'est pas deux pôles qui finalement se mélangent? Ça veut dire que ce qui est le milieu c'est nous, c'est l'humain, c'est ça, c'est tel qu'on le vit. Mais ce paradoxe, vous le retrouvez tout le temps, c'est juste que la technologie permet de pouvoir donner l'impression qu'on peut surveiller. Avant, vous étiez dans des forteresses, dans des citadelles, etc., qui est une forme de surveillance et de contrôle. Mais vous aviez pas cette impression qu'à chaque seconde, avec votre téléphone portable, avec votre ordinateur, avec Google Earth, etc., qu'on peut vous repérer. Et il y a un film très connu mais sauf que je me rappelle jamais le titre, ce qui est pas très marrant. Je vais pas pouvoir vous aider. C'est avec Will Smith qui est un film sur la surveillance, justement quelqu'un qui peut être surveillé et suivi au mètre carré en fait. Ça s'appelle Ennemi d'État, voilà. Joli. Ennemi d'État, et ce film-là montre bien que le grand problème qu'il y a derrière la surveillance, qui est un problème qu'a déjà identifié Foucault dans les années 70, c'est le problème de la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, la surveillance, elle va forcément surveiller et punir, ça je me souviens. Voilà, ouais. Parce qu'on vous regarde. Et quand on vous regarde, comme le rappelait Sartre, hein, c'est un peu l'enfer quand on nous regarde, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc on a besoin qu'on nous regarde, mais en même temps, on supporte pas qu'on nous regarde. Cette espèce de paradoxe, cette dialectique, me paraît fondamentale chez l'être humain, en fait, et je vois pas comment on peut l'en sortir. Alors la littérature essaie de traiter ça, et le problème de la technologie, c'est qu'elle nous regarde, mais on sait même pas qui nous regarde.
Surveiller et punir, ça c'était sur le monde carcéral, c'était Michel Foucault au début des années 70. 84, Orwell, ça a quoi 60 49. ans 40, oui, plus, ça a 65 ans. Qui préfigurait le monde qu'on vit maintenant. Est-ce que les autres, que préfigurent les auteurs actuels de science-fiction qui parlent du monde dans 60 ans? Il sera comment ce monde-là? Donnez-nous-en une image alors. Il y a beaucoup de courants différents, mais ce qui est sûr, c'est qu'une des grandes... la science-fiction n'est qu'une sorte de manière de technique pour métaboliser, si je peux oser la métaphore. Mais sur cette question de la liberté, ce sera quoi dans 60 ans? Que disent les auteurs d'aujourd'hui alors? Ils disent fondamentalement qu'on sera de plus en plus surveillé, et puis que cette surveillance, elle va toucher, en tout cas c'est ce que un des grands courants de la science-fiction parle, elle va toucher nos gènes. Vous voyez, quand on parle de manipulation génétique, etc., c'est que soudainement on peut commencer à contrôler les gènes, comme dans le film Bienvenue à Gattaca par exemple. Oui. Et ça crée une forme de surveillance, minimalement, parce que la surveillance, c'est le fait qu'on puisse savoir ce que vous êtes, où vous êtes, etc. Et donc cette espèce de chemin vers la surveillance qu'on a pris avec les technologies modernes est une des voies qui est la plus souvent exploitée, même dans la science-fiction contemporaine. Apparemment, cette question va rester sur le tapis pendant encore assez longtemps, du moins si on en croit les auteurs de science-fiction. Marc Atala, vous avez vu aussi, alors ça c'est pas de la science-fiction, c'est de la science tout court peut-être, cette étude de la NASA qui a été relayée hier dans les médias, je l'ai sous les yeux, entre guillemets, elle stipule que la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui pourrait bien disparaître ces prochaines décennies en raison de notre mauvaise gestion des ressources naturelles, on parlait d'éco-pop hier, et d'une mauvaise répartition des richesses. Bon, c'est la NASA, c'est de la science-fiction ou c'est crédible selon vous ça? Ça peut pas être de la science-fiction parce que les gens qui entendent ça ne se disent pas tiens je suis dans la fiction. Mais ce qui est intéressant c'est que l'imaginaire qui est mis en place par la NASA, c'est-à-dire cette espèce de prédiction du futur, est à peu près un imaginaire qui ressemble à celui de la science-fiction, si ce n'est que la science-fiction parle plutôt du présent. Ce qui est intéressant c'est qu'on confond les deux. Et pour moi j'ai toujours eu l'impression en lisant des romans de science-fiction qui nous parlent du présent, c'est pour ça qu'ils sont rarement prédictifs, alors que j'ai souvent eu l'impression qu'on nous prédisait des choses, et ça c'est le rôle de l'utopie, nous prédisait des choses du futur plutôt du domaine de la science. Voilà ce que le Human Brain Project va pouvoir faire, voilà ce qui va se passer pour la civilisation, voilà ce qui va se passer pour les ressources. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant plutôt que ce qui va se passer.